Télévision Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer à décrypter, analyser en profondeur l'actualité. D'ailleurs, notre grande interrogation de ce jour, géopolitique, initiative phare de Macron, l'invasion africaine des Khazars, nous nous interrogeons. Pour m'accompagner, Patient Parfendome, homme politique. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn Ghost, très heureux de te retrouver sur ce plateau de Panafrican TV. C'est une initiative dont je l'espère sera bien soutenue par l'ensemble de Panafricains à travers le monde, notre diaspora, parce que nous avons l'ambition d'en faire une authentique, j'allais dire un authentique portail, n'est-ce pas, du combat, la résistance panafricaine. Et sur votre magistère, sur votre maestria, ça peut être qu'un honneur chaque fois que je serai invité sur ce plateau. Vous serez toujours invité, le Patient Parfendome, très heureux de vous avoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur un plateau de télévision. D'ailleurs, on a parlé d'Emmanuel Macron qui a lancé l'initiative Farm face à la crise alimentaire sans précédent qui s'amorce en Afrique. C'est ce qu'il déclare d'ailleurs. Il dit, je cite, « Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent ». C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs à le chef de l'État français, Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse suite au sommet de l'OTAN et du G7 qui se tenait bien sûr du côté de l'OTAN avant la tenue, en tout cas dans la foulée du Conseil européen. Pour la contrecarrer, notamment en Afrique, il a annoncé le lancement de l'initiative FARM, Food and Agriculture Resilience Mission, en lien avec l'Union africaine. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je commencerai par faire deux remarques, oui, avant d'aller dans le fond de la question que vous m'avez posée. La première remarque, c'est de dire à nos téléspectateurs, ou bien d'insister, certainement ils l'ont déjà entendu, qu'il faut faire attention. Il faut arrêter d'infantiliser les Africains. Monsieur Emmanuel Macron, président d'un petit pays qu'on appelle la France, ne doit pas tenter de vouloir parler de manière permanente, d'égal à égal, avec tout un continent. Quel qu'en soit le moment, la gravité de la crise que vit le monde aujourd'hui. Il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent. Et cette attitude de condescendance permanente, j'allais dire quasi, comment on dit ça, structurelle de point de vue de cette oligarchie politique française, de vouloir parler aux Africains en leur montrant le chemin, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez remarqué dans votre propos que quand on parle de femmes, vous vous souvenez, nous oui, qui avons grandi plus ou moins dans les zones agricoles, ou bien qui allions souvent pendant nos périodes de vacances, chez nous, quand on parle de femmes, ça fait allusion à quoi? À des vastes plantations. Oui, exactement. Donc, ne prendre même du point de vue la symbolique, le nom de femme, oui, pour essayer d'indiquer cette initiative que M. Macron, soi-disant, avait proposée aux Africains, c'est encore une autre manière, quelque chose de consubstantiel qui est bien ancré dans le logiciel de ces gens qui oui, continuent de voir l'Afrique comme une vaste plantation. Aussi bien comme les plantations dans lesquelles travaillaient les esclaves aux États-Unis, les plantations de coton, les plantations de canne à sucre. Donc, chaque fois qu'il y a une crise en Occident, l'Occident a toujours cherché des solutions en Afrique. Mais l'Occident a cherché des solutions en Afrique, mais surtout parce qu'il considère qu'en Afrique, ceux qui sont là-bas, les êtres humains qui y sont des gens qui sont corvéables à souvent. Oui. Donc ils ne peuvent que jouer le rôle d'esclaves. Nous sommes les esclaves du monde. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, allons au fond de la question. D'abord, M. Macron ne dit pas toute la vérité à ceux à qui il fait cette proposition. La France ne peut plus avoir le sens de l'initiative mondiale aujourd'hui. Ce n'est pas possible. La France ne peut plus avoir le sens de l'initiative mondiale. Parce que dans la gestion de la crise ukrainienne, cette opération militaire spéciale, je reprends mon compte, oui, n'est-ce pas, les propos de Vladimir Poutine, le narratif russe, on a vu Macron, président de la République française, mais aussi président pour cette période de la Commission de l'Union européenne, faire des va-et-vient, passer des coups de fil incessants, faire preuve de ce qu'il appelle la diplomatie. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Vous ne pouvez pas être des experts de double langage permanent. D'un côté, vous donnez l'impression que vous voulez travailler avec Poutine
négocier avec Poutine pour mettre fin à ce que vous appelez cette guerre immonde. Mais de l'autre côté, vous voyez les armes à l'un des protagonistes. Vous leur ouvrez toutes les portes et voies diplomatiques du monde. Vous fustigez Poutine en permanence. C'est vrai, il n'a pas franchi le Rubicon comme M. Biden l'appelant de boucher, mais c'est tout comme. Cette attitude de double langage, de double jeu, de la manipulation, de tenter de penser qu'en face, on a quelqu'un, ou bien des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, elle est nocive et elle est contre-productive par rapport aux objectifs que se sont assignés les initiateurs de cette démarche diplomatique dès le départ. Maintenant, autre chose que M. Macron ne dit pas, la donne a changé. Les cartes ont été rebattues. Ce n'est pas M. Macron qui va être déterminant dans les relations futures qui doivent exister entre, bien futures ou bien qui existent entre l'Afrique, par exemple la Russie. La question, par exemple, du blé, parlons-en. Oui. Mais la Russie est fournie d'ailleurs parce que, avec des trémolos dans la voix, il nous a démontré que vous voyez, dans bientôt, peut y avoir des famines pas possibles au niveau du Maghreb. Il a parlé de l'Égypte, il a parlé de la Tunisie. Et il a parlé d'autres pays africains, mais ce qu'il oublie, c'est que beaucoup de pays africains commercent déjà directement avec la Russie. Depuis longtemps d'ailleurs. À ce qui concerne l'approvisionnement de ces pays en blé et en d'autres matières. Donc ce n'est pas Macron qui va être le go-between pour permettre que ces relations commerciales et économiques s'établissent. Non, il est complètement hors jeu. Il est complètement à côté de la plaque. Et cela s'est illustré par les votes de ces pays en question au niveau du Conseil de l'ONU et des Nations Unies. Ces derniers temps, il y a eu 2 votes, vous avez vu. Par exemple, le vote égyptien est indicateur de type de relation que l'Égypte sait pertinemment qu'il doit avoir avec la Russie pour des besoins de réelle politique. M. Macron, en plus, avance dans un terrain dont il n'a pas totalement il ne maîtrise pas les manettes. La question, par exemple, des engrais. On sait que le premier producteur mondial des engrais aujourd'hui, c'est la Russie. Bon, oui. Quand il parle de oui, cette agriculture qui va s'installer en Afrique et qui va bénéficier des engrais, mais il parle de quoi? C'est la Russie qui commande. Vous ne pouvez pas faire de culture intensive au niveau de l'Afrique si vous ne tenez pas compte qu'il vous faut ces engrais russes. Donc, il va toujours être le Messie Dominici des intérêts africains auprès de la Russie. Lui qui est un État par rapport à un continent. Plus grave, dans cette vidéo, M. Macron a osé nous dire que la forêt équatoriale africaine, elle va être délestée d'une bonne partie de cette énorme biodiversité, de ce biotope unique au monde, pour les besoins de l'agriculture, pour nourrir justement les populations européennes. Mais là encore, voilà les gens qui font des COP 21, des COP 20, des COP 100, des COP 1 million, soit des gens pour préserver les poumons, n'est-ce pas, écologiques de notre planète, mais qui ne rechignent pas à déposséder la terre de ce poumon économique à condition que ça puisse aider à nourrir les Européens, mais surtout continuant à entretenir une guerre qui ne devait pas exister entre la Russie en se sortant de la dépendance alimentaire vis-à-vis des Russes. Et le projet, il est lequel? C'est que, bon, les pauvres Africains, on n'a pas pensé à l'Afrique avant. Depuis qu'il y a des famines en Afrique, depuis qu'il y a des difficultés de ravitaillement de population en produits alimentaires, je pense précisément par exemple au pays du Sahel, on n'a pas pensé à lancer une pareille initiative. Maintenant que l'Europe, les hommes aux yeux bleus, la race aérienne est en danger, voilà, on dit oh, on va aider l'Afrique, on va, comment on dit ça, dégager une partie de sa forêt pour faire des cultures qui lui seront utiles. Je dis c'est du racisme. Quand je parle du racisme, les gens disent oui, mais c'est du racisme. Il faut avoir quelqu'un qui pense que de l'autre côté, il n'y a pas de gens qui ont en réalité humainement des mêmes composantes sur le plan physique, physiologique, tout ce que vous voulez que nous, pour leur proposer de pareilles initiatives. Donc Macron est complètement hors jeu. Pire encore. Pire encore. Pour faire cette agriculture, il faut avoir du carburant. Pour faire tourner les machines, pour faire tourner des tracteurs, pour faire tourner un certain nombre de composantes mécaniques qui rentrent dans cette agriculture. Alors, M. Macron est l'un des piliers des sanctions contre la Russie. Pourquoi on n'achète plus ni le gaz russe, ni le pétrole russe? M. Macron va donc trouver ce carburant où pour alimenter cette agriculture. Il n'a que 2 solutions.
La première solution, c'est de continuer dans ce qu'ils tentent de faire, c'est-à-dire qu'acheter le pétrole et le gaz américain qui est obtenu à partir, n'est-ce pas, du gaz de schiste, avec la facturation hydraulique de ces rochers qui détruit complètement cet environnement, ces sables qui détruit complètement cet environnement. C'est la première hypothèse. C'est-à-dire que M. Macron, champion de double langage, préfère prendre un produit qui détruit la nature, qu'on obtient à partir de la destruction de la nature, pour résoudre une équation géopolitique avec un ennemi qui est désigné, qui est la Russie. La deuxième hypothèse, serait de dire, ok, les Américains avaient dit à partir de certaines années, 25% de leurs approvisionnements en pétrole proviendront du Golfe de Guinée. Ils vont créer complètement une chaîne au niveau du Golfe de Guinée. Il y aura les États sans État. Ils vont aller dans les formations aussi graves que celles que nous voyons au niveau de la Libye. C'est-à-dire qu'on a détruit complètement la Libye. C'est devenu un pays ingouvernable. C'est devenu un pays failli avec des groupuscules de gauche à droite qui se réclament en termes d'autorité des pans entiers du territoire libyen. Mais au même moment, on continue de siphonner le pétrole et le gaz libyen pour les besoins de l'Occident. Et sans aucune compensation financière de qualité. C'est notre destin que M. Macron nous montre là. C'est-à-dire qu'il y aurait des troubles au niveau de nos États, de telle manière que même nos petits Bantoustans, qui, même s'ils ne satisfont pas totalement aux espérances africaines, mais on va davantage faire imploser justement ces petits Bantoustans-là, et même les gros, et faire des endroits de no-man's land sur le plan politique. Pour qu'on continue maintenant de lancer des politiques d'exploration et surtout d'exploitation de nos minéraux, de nos gisements, de tout ce carburant dont ils ont besoin. Un, pour faire tourner cette nouvelle agriculture raciste qu'ils vont installer chez nous, mais deux, faire vivre les industries chez eux en réalité pour maintenir cette compétition avec la Russie. En ce moment-là, donc c'est un projet raciste de bout en bout que j'essaie de développer là, de décliner là, qui est le projet de M. Macron. Mais où sont passées justement les sanctions contre l'Afrique qui disaient que l'Afrique ne pouvait pas s'industrialiser et non seulement ça, on ne pouvait pas envoyer des machines pour l'agriculture de troisième génération. Mais je continue de vous dire, pratiquement, je suis convaincu que depuis la Rome antique, chaque fois que l'Occident est en difficulté, elle se retourne au niveau de l'Afrique pour se donner encore un peu de poids. Même la conférence de Berlin, c'est parce que l'Europe était en difficulté. Comment? Parce que l'Allemagne était devenue le bulldog qui bousculait tout le monde. Et il a dit à ces protagonistes, que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Français, les Anglais, allez vous débrouiller là-bas sur le continent africain. On a enfin fait la cartographie de ce continent. Apparemment, il y a des choses là-bas. C'est parce qu'il y a des problèmes entre ces différents protagonistes, autant pour moi la France principalement et le Portugal, que le Portugal est rentré sur le grand patron allemand. Il dit, mais hey, attention, moi je suis bousculé en Afrique, tu ne dis rien. Mais si tu ne fais pas vite, ce qui risque de se passer, c'est que les forces que ces gars vont ramener de l'Afrique, tu seras dans l'incapacité de les contrer ici en Europe. Et c'est à ce moment donc que les Allemands viennent. Et parmi les premières positions qu'ils prennent, c'est le Togo, c'est le Cameroun, c'est le Tanganyika. Et ils se rendent évidemment compte que c'est grave, c'est qui risque de se produire. Ce qui risque de se produire va être très grave. Je vous donne un exemple. Oui. La machine à vapeur existe. L'acier a été créé, nous sommes dans les années 1800. Et la découverte du pétrole et l'exploitation pétrolière va se faire plus tard. Mais il faut trouver un produit, n'est-ce pas, qui essaie de gommer les aspérités au niveau des machines au niveau de leur contact. Vous savez, le liquide qu'ils vont prendre comme liquide capable de le faire, c'était l'huile de palme. Et vous savez où est-ce que l'huile de palme, ce grand marché d'huile de palme, se faisait? C'était au Cameroun, dans la zone de Yabassi. C'est à partir du tonnage d'huile de palme qu'on récoltait au niveau de Yabassi, qu'on fixait le peu de l'huile de palme à l'ombre. Maintenant, il y a les locomotives qui arrivent. Ça fait tourner, il y a des engrenages. Donc, pour que les frottements de ce fer-là et de ces alliages soient adoucis, c'est l'huile de palme qu'on utilisait avant que les produits dérivés de pétrole qu'on connaît aujourd'hui arrivent, parce qu'elle n'existait pas encore. Donc, je vous dis que chaque fois que l'Occident était en difficulté, il a cherché des solutions en Afrique. La firme Vorman, elle est venue au Cameroun uniquement à cause de l'huile de palme.
Les gens ne savent pas. Je vous dis, c'est à partir de Yabassi, et il y avait tout un réseau téléphonique par Morse et par truc qui partait d'Yabassi. Oui, et qui a informé Douala que bon, on a une tête de tonnage, Douala a envoyé à Londres, et Londres fixait sur le marché international le cours de l'huile de palme. C'est tout vous dire. Donc, je dis, faisons très attention avec ce projet macronien. Macron s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'ils avaient pensé, la Russie a préparé cette opération militaire depuis très longtemps, sur tous les plans. Sur le plan militaire, pour l'instant, tout le monde, les experts du monde le savent, la Russie n'utilise pas encore 10% de ses forces dans cette bataille. Sur le plan économique, chaque fois qu'ils ont pris des sanctions économiques contre la Russie, ça, au contraire, permet à la Russie de se sentir renforcée en devenant autosuffisant par rapport à ces questions, en menaçant même des produits phares, par exemple, dans l'industrie laitier français. Est-ce que vous savez qu'actuellement en Russie, on fabrique du camembert? Déjà. Donc c'est tout vous dire. Donc je pense sincèrement que ces gens-là sont toujours dans un projet raciste et dans un projet esclavagiste pour notre continent. Et pour cela, ils vont tout faire pour qu'il y ait des troubles en permanence au niveau de nos États, qu'on ait des États faibles, on a des institutions diplomatiques fêtières qui ne valent pas grand-chose pour qu'ils continuent à être manipulés, comme je vous ai expliqué le cas de la Libye. Et maintenant, ils pourront donc mettre en avant leur projet. Ils n'ont pas du tout l'intention de permettre à ce que l'Afrique, de manière autonome, puisse s'industrialiser, évidemment, même si c'est seulement au premier niveau que le plan agricole. Pour terminer rapidement avec cet entretien, le détail n'a pas été d'ailleurs donné, mais dans ces grands principes, il s'agirait de débloquer des stocks pour éviter, selon ses propos, toute situation de pénurie et modérer les hausses des prix, de ne pas imposer les restrictions à l'export des matières premières. Je pose donc une question, est-ce que les Africains vont se laisser faire? Mais ça veut dire déjà qu'ils le faisaient. Ça veut dire déjà qu'ils faisaient ces restrictions pour maintenir n'est-ce pas, un certain prix de ces matières premières. Et au même moment, je prends un pays comme le Cameroun, on a des expériences et des expérimentations gouvernementales. Par exemple, pour produire du blé, pour produire du riz. Il y a la soie de blé, vous vous souvenez, et puis il y avait des bassins de production du riz. Exactement. On n'a jamais, vous me direz, il y a d'abord l'hypothèque de France CFA qui ne permet pas, n'est-ce pas, qu'un pays de manière autonome, au moins au niveau de l'Afrique, puisse se lancer dans ce type de projet. Mais on n'a jamais mis les moyens à disposition pour les Africains, pour pouvoir rentrer dans cette production de manière intensive, de manière importante. Pourquoi? Parce qu'il fallait toujours être dépendant des centrales d'achat occidentaux, que ce soit en Suisse, à Genève et ailleurs. Est-ce que vous savez que pour beaucoup de pays africains, c'est la France et d'autres pays occidentaux qui vont acheter le blé soit en Russie, soit en Ukraine, et ils reviennent au niveau de leurs centrales d'achat en France et le vendent maintenant à partir de ces centrales d'achat au niveau des pays africains en prélevant, n'est-ce pas, des royalties plus que confortables. Dans le cas, par exemple, de la production du blé et du riz, justement, il ne fallait pas que l'Afrique puisse avoir des marges de manœuvre suffisantes en pouvant produire au moins 30 à 40% de leur consommation. Pourquoi? Parce que nous devons toujours avoir une économie extravertie qui est basée sur le fait que notre balance commerciale doit toujours être déficitaire. C'est-à-dire que le peu des subsides que nous avons à partir de l'élargissement infini de la recette fiscale, vous voyez le battage qui est fait pour ramasser, racler, arracher entre les mains même de la petite vendeuse braiseuse de maïs au bord de la route quelque chose, c'est pour qu'on puisse constituer cette canotte et continuer à acheter au niveau des centrales d'achat occidentales ces produits qui sont maintenant devenus, j'allais dire, presque incontournables au niveau de nos tables. Donc c'est à nous de nous battre et de ne plus accepter ce projet raciste. C'est un projet raciste dont il s'agit, de M. Macron. Ils n'ont qu'à résoudre des problèmes là-bas en Occident avec les Russes, que de penser qu'ils vont embarquer en douceur, de manière soft, l'Afrique dans une bataille à leur côté contre un pays qu'ils ont provoqué, qu'ils ont tenté de détruire, qui est la Russie, qui elle, au contraire, et c'est là où l'enjeu est énorme pour les décideurs africains du moment. La Russie n'a jamais participé à la traite des Noirs. Elle n'a pas été dans cette opération macabre et diabolique. La Russie n'a pas été à Berlin. Si elle a été, elle n'a pris aucune position sur notre continent. La Russie n'a pas de colonie en Afrique. La Russie n'a pas participé à l'élimination physique des héros et dirigeants africains de valeur. Ces 10 fils d'Afrique, je peux citer quelques noms. Ça peut être Lumumba, ça peut être Robert Mugabe, ça peut être Thomas Sankara, ça peut être Samora Machel, même du 6 septembre à Paris. La Russie n'était pas comptable de ça. Ceux qui ont été comptables, qui ont coupé la tête de tous nos dirigeants, de tous nos héros,
qui ont dénué toute forme de savoir intellectuel au grand Cheikh Anta Diop. C'est eux qui, aujourd'hui, par cette manœuvre perfide, tentent de nous ramener, in fine, dans leur camp, pour consolider leur position et continuer la guerre de destruction à terme de la Russie, qui aura pour conséquence, évidemment, de continuer à maintenir les Africains au rang de bêtes sauvages, au rang d'esclaves. Ça, il ne faut pas l'accepter. Nos aïeux ont travaillé dans les plantations de coton, de canne à sucre aux Amériques. On ne peut pas, en plein 21e siècle, nous faire une proposition pour revenir justement à cette situation horrible. Donc, aux Africains de prendre responsabilité. Et c'est pour ça que je suis heureux chaque fois que je parle à Centrafrique et du Mali, là où on n'aurait pas pu penser que quelque chose de bon peut surgir, oui. Et que je vois les dynamiques authentiquement souverainistes qui sont en train de se développer, je suis heureux. Mais je suis même heureux. J'ai vu, par exemple, pour les 2 derniers votes au niveau de l'ONU qui viennent de se passer. Et j'étais agréablement surpris de voir qu'un pays comme le Sénégal ne s'est pas aligné de manière systématique sur les positions françaises. De voir qu'un pays comme le Gabon, si vous vous souvenez de son premier vote, nous avons fustigé cette attitude du gouvernement gabonais, mais pour le second vote, et même aller au-delà. Vous voyez? Oui. C'est très important. Donc, le curseur bouge. Et mieux, un pays comme le Congo est même allé jusqu'à voter contre ces sanctions qu'on a imposées à la Russie. Ça veut dire que si nos diplomaties, nos exécutifs du moment étaient un peu groggy par rapport à cette situation qui arrive, parce que, bon, excusez-moi le terme, mais on a l'impression qu'ils ne réagissent qu'après coup, ils ont fini par comprendre progressivement qu'en réalité, il s'agit d'une vaste opération, d'une vaste machination de Macron et de l'Occident. Et c'est en ça que cet individu qu'on appelle Macron est très dangereux. Et je le dis, pour moi, je m'en fous que ce soit Madame Le Pen qui passe au lieu de Macron. Arrêtez, au moins avec Madame Le Pen, nous serons à quelle sauce nous serons mangés. Que de ce type qui a des faux sourires et qui vient insulter nos mamans qu'elles font trop de femmes, d'enfants, pardon, qui vient insulter nos mamans qu'elles font trop d'enfants, parce que pour dire qu'en fait ce sont des... Comment vous appelez ça? Des laits, n'est-ce pas, qui accouchent comme... des vaches à lait? Oui, non, le porc, là, le féminin du porc, c'est quoi? Des truies? Des truies, oh, merci. Des truies qui accouchent sans compter, n'est-ce pas, dont des animaux, quoi. Oui. Et lui, c'est lui qui est l'homme développé, l'homme moderne, n'est-ce pas, qui peut épouser une femme dont la femme est née de plusieurs décennies et il s'en contente sans avoir le monde enfant. Oubliant que le Niger, les femmes nigériennes dont il allait insulter, chez eux, c'est grâce au Niger que la France peut aujourd'hui, n'est-ce pas, proposer aux nouveaux partenaires comme le Japon des nouvelles centrales nucléaires qu'on appelle les EPR avec 10 ans de fourniture, n'est-ce pas, de combustible qui est comment on appelle le truc qui peine au Niger, l'uranium nigérien. C'est grâce au Niger. Mais allez voir dans quelles conditions vivent les enfants du Niger. Ils sont dans une pauvreté incroyable. Et M. Macron n'a pas la décence d'être humble quand ils viennent dans un pays qui pille, que la France pille de manière éhontée depuis les siècles, et qui permet justement à la France de tutoyer les autres grands que eux, le sol a doté de richesses incommensurables, que ce soit les richesses minières, les richesses du sol, du sous-sol, que la France n'a pas. Et c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire, ils sont en difficulté, ils viennent voir les Africains avec un discours soporifique pour les amener in fine, à renforcer leur capacité de continuer à lutter contre la Russie pour détruire la Russie et après détruire la Chine, parce que c'est ça le projet. Et quand ils auront fini ces 2 opérations, les Africains dans l'affaire, ils seront quoi? On va les ramener au projet, à la doctrine raciste qui a longtemps développée. Tout à l'heure, mon ami Jean-Paul Balé me parlait de Maïmonide, que j'avais lu en passant, mais de Gobineau que j'ai bien lu. Donc je continue de dire, Hitler n'a pas inventé le racisme. Hein. Il a trouvé que l'Europe tout entière baignait dans un racisme incroyable. Et c'est pour ça qu'on peut s'accommoder facilement des brigades Azov, qui, tout le monde le sait, sont des brigades racistes fondamentalement, qui sont les héritiers, n'est-ce pas, de Stephen Bandera, qui a accueilli à bras ouverts les troupes de Hitler en Ukraine et qui a participé au nettoyage des populations et en Pologne et en Ukraine et en Russie. C'est ces gens-là que les Macron, les Biden et consorts soutiennent aujourd'hui en leur envoyant des armes les plus dangereuses du monde
pour soi-disant combattre un allié, un ennemi géopolitique, tout simplement parce qu'ils veulent continuer à maintenir leur ascendant sur le monde. Non, le monde va changer, les paradigmes vont changer, et l'Afrique, je l'espère, ne va pas tomber dans cette souricière que M. Macron essaie de construire contre nous. Merci beaucoup, Patient Parfait d'Homme, d'avoir été là. C'est moi qui vous dis merci. Je parle avec beaucoup d'émotion parce que je pense qu'il faut que notre jeunesse, la jeunesse africaine comprenne. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. 5 ans d'esclavage, un siècle de colonisation, où vous avez vu un individu, je parle du roi Léopold II de Belgique, s'attribuer tout un pays continent comme le Congo et en faire sa propriété privée, avec les dégâts incommensurables, vous ne pouvez pas vous imaginer. Des bras de vos parents qui ont été coupés, les oreilles, la castration des êtres humains. Il exigeait des tonnages en caoutchouc. S'il n'y avait pas ce tonnage-là, c'était fini. C'est votre main qui était partie. Et il fallait que les contremaîtres reviennent avec les bouts de bras coupés pour démontrer qu'ils ont fait le bon boulot. Et ces contremaîtres, ils étaient des noirs pour la plupart. Donc quand vous parlez de la théorie du nègre de maison et des nègres de champ, que ça ne n'échappe à personne, comme ne parle pas d'Obama. Et oui, parce que et malheureusement, les nègres de maison ont toujours existé. Et ils sont souvent plus violents pour donner aux maîtres des gages de fidélité, de soumission, pour montrer justement qu'ils travaillent très bien. Donc nous disons à notre jeunesse, à la jeunesse africaine, ne vous laissez plus faire. Structurez-vous partout sur notre continent. Organisez les associations, Yereloa et tout ça. Créez des passerelles entre ces organisations. Celles qui sont encore en retrait, aidez-les à muscler le jeu, à mieux se bonifier par des séances de formation, par des séances de conseil, par des séances d'organisation, pour que l'Afrique soit le tombeau de tous ces racistes à travers le monde qui n'ont pas retenu les leçons de l'histoire. Et ça, aujourd'hui sur votre plateau, je vous le dis, c'est terminé, chers amis. L'Afrique ne sera plus ce que vous avez pensé, parce qu'enfin, debout, les héritiers de Lumumba, de Oumiobe, d'Auguste Neneto, de Samora Machel, d'Amika Cabral, de Ben Bella, les héritiers de Gamal Abdel Nasser, les héritiers de tous ces résistants, Barthélemy Boganda et j'en passe, ils sont enfin debout et ils vous disent, l'Afrique va écrire sa propre histoire. L'Afrique va rentrer dans le concert du monde comme une grande nation et non comme un espace par excellence. On vient faire, n'est-ce pas, de ravitaillement en bête de somme pour votre propre bonheur de raciste que vous êtes. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.